Mesdames et messieurs, je vais tenter en 1 heure de vous faire parcourir de manière un peu cavalière plus de 10 siècles de pensée et de modes de vie philosophiques en Grèce, à l'aide d'un certain nombre de documents que je vous projetterai. Parfois, je serai obligé de passer un peu vite, mais au cours de la discussion, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir en arrière et j'essaierai à chaque fois d'attirer votre attention sur les points principaux. Alors, tout d'abord, une brève introduction pour situer mon propos. Je commencerai par deux distinctions qui sont deux définitions servant de cadre général valable, applicable aux plus de 10 siècles de pensée et de sagesse grecque que je vais vous présenter. Tout d'abord, il faut distinguer très clairement en Grèce et en grec entre deux termes. Le terme sagesse, qui traduit le grec sophia, et le terme philosophie, philosophia. L'étymologie et l'explication de la différence entre ces deux mots a été donnée dans des textes très célèbres et notamment dans le Banquet de Platon. Dans le Banquet de Platon, où l'étrangère de Mantinée, Diotime, explique à Socrate ce qu'est l'amour, et Socrate, relayé par Platon, nous expose qu'il y a une différence fondamentale entre la philosophie qui est le désir de la sagesse, mais qui n'est que désir d'une sagesse que l'on peut atteindre de façon asymptotique, et la sagesse pleine et entière, la sagesse réalisée. Dans le premier cas, c'est l'idéal humain du philosophe qui est représenté. Dans le second cas, la sagesse pleine n'appartient qu'au Dieu. Les écoles philosophiques ont beaucoup discuté pour savoir si la sagesse en tant que telle était accessible, véritablement accessible, ou s'il fallait se contenter de la considérer de loin. Et entre la position socratique et des positions, disons, maximalistes, comme certaines positions stoïciennes ou néoplatoniciennes, un certain nombre de nuances sont apparues tout au long des siècles. La deuxième distinction sur laquelle je voudrais attirer votre attention, sur la base notamment des travaux fondamentaux de mon maître Pierre Hadot, notamment dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» facilement accessible, publié à Paris en 1995, c'est la distinction entre le discours philosophique, le logos philosophique, qui se trouve écrit dans des livres, qui est aussi le logos oral de l'enseignement et qui délivre par exemple les définitions de la vertu ou de la sophia chez Platon, chez Aristote, pour citer les deux plus grands noms, et d'autre part la vie philosophique, le bios. La distinction entre logos et bios philosophique est fondamentale pour appréhender l'ensemble de ces phénomènes dans le monde grec. D'où une définition qui est, à mon avis, cardinale, c'est celle de la philosophie comme mode de vie, tropos biou. La philosophie comme mode de vie qui va, de manière, je parle ici de manière synthétique, proposer tout au long des siècles en Grèce une norme qui peut se décrire comme vivre selon la nature, kataphusine, vivre selon la raison, vivre de manière pleinement humaine dans la différence avec la vie des dieux et pratiquer notamment le contrôle des passions par la raison. Ce sont là, de manière assez simple, si vous voulez, des thèmes qui se retrouvent dans quasiment l'ensemble des écoles philosophiques de l'Antiquité. Ce qui est frappant, c'est à la fois la diversité doctrinale des écoles philosophiques dans l'Antiquité, que l'on pense aux traditions platoniciennes, aristotéliciennes, épicuriennes, stoïciennes et d'autres encore, et d'autre part, quelque chose qui est de l'ordre de l'unité, quelque chose qui est un point focal d'unité, en quoi toutes ces philosophies qui proposent des modes de vie, toutes ces philosophies ont, comme nous dirions actuellement, un air de famille, un air de parenté.
Ce qui les unifie notamment, c'est l'importance donnée à la dimension pratique. La dimension pratique envisagée soit du point de vue de l'éthique personnelle, soit du point de vue de la vie collective, la vie civique, la vie politique, les deux éléments, comme nous le verrons sur certains exemples, pouvant se combiner, pouvant se frotter en quelque sorte. De façon générale, les Grecs, à travers tous ces siècles, sont animés par un idéal de paideia, mot assez complexe à traduire, qui signifie tout à la fois un corpus de connaissances dans lequel la littérature joue un très grand rôle, la littérature, la rhétorique, mais aussi les sciences et la philosophie. La culture exprimée par ce terme de paideia ayant pour vocation de modifier, de civiliser profondément, de civiliser l'intérieur de l'âme des sujets. Cela est essentiellement lié à un idéal qui a une très grande importance sociale, qui est l'idéal de la pédagogie, le rapport entre maître et disciple, la vie des écoles où l'on pratique la sunousia, la vie en commun, est véritablement le creuset dans lequel se forment ces modes de vie philosophiques animés par la recherche de la sagesse. Et d'autre part, au niveau des individus eux-mêmes, la pratique d'exercices spirituels, au sens qui nous est familier après Ignace de Loyola, la pratique des exercices spirituels semble avoir été une sorte de fil directeur qui, depuis les pythagoriciens des temps les plus anciens jusqu'aux néoplatoniciens du début de l'époque byzantine, a consisté en autant de techniques de fabrication de soi, le but finalement de cette vie de recherche de la sagesse étant de parvenir à une très profonde modification du sujet par un certain nombre de pratiques que l'on désigne parfois par le mot grec askésis, qu'il ne faut pas entendre au sens d'une ascèse de mortification, mais au sens d'une véritable gymnastique intellectuelle, de gymnastique éthique également. Alors, je vais vous présenter un parcours à l'aide de dossiers qui ne sont évidemment que des choix. Parler d'un monde si vaste en une heure est impossible, mais je commencerai par le plus simple, mon but étant de vous montrer de manière très concrète, de façon très pratique, comment se construit le bien-vivre, comment se construit la sagesse dans l'existence hic et nunc des hommes d'ici-bas, je dirais. Nous commencerons donc par le rhéteur Isocrate. Puis je vous donnerai un certain bref aperçu sur l'enseignement des sages de la Grèce et la leçon de Delphes. Nous serons dépaysés après cela par les étranges symboles pythagoriciens qui sont des injonctions mystérieuse, destinée à expliquer ce qu'il faut faire, tout simplement, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous serons dans un climat plus familier peut-être avec les épicuriens et les stoïciens, et j'insisterai pour finir sur la dimension éthique, la dimension de sagesse aussi, représentée par des écoles que l'on a tendance parfois à lier davantage à la métaphysique la plus abstraite, c'est-à-dire la leçon de Plotin et des néoplatoniciens. Et je terminerai même par les oracles chaldéiques. Nous retournerons donc vers des textes mystérieux. Alors, premièrement, Isocrate. Le rhéteur Isocrate, grand adversaire de Platon au IVe siècle, se voit attribuer, je laisse de côté la question philologique d'attribution, 3 discours parénétiques qui ont eu une très grande fortune dans la pédagogie antique jusqu'à la fin de l'Antiquité. Il s'agit de textes extrêmement intéressants parce que leur fortune, leur succès parcourent en quelque sorte les nombreux siècles de l'Antiquité, comme le montre un grand nombre de papyrus transmettant ces textes et attestant, prouvant leur utilisation dans la pédagogie. À travers ces 3 discours parénétiques d'Isocrate ou du pseudo-Isocrate, nous apercevons un idéal de sagesse pratique. Un grammairien anonyme dont nous avons conservé l'argument
nous explique ainsi que Isocrate a écrit à un certain Démonikos, qui était un jeune homme, un enfant, Païs, fils d'un de ses amis, un discours afin de lui exposer, en tant que particulier, en tant qu'idiotesse, comment il doit se conduire. Et les 3 discours d'Isocrate sont intéressants puisqu'ils, en quelque sorte, font passer de ce que nous appellerions les règles de conduite personnelle à une dimension politique. En tout cas, le discours à Démonikos est destiné à enseigner à ce jeune homme comment il faut vivre. Voici par exemple ce que dit Isocrate au début de ce discours. La tâche la plus importante de la philosophie est d'expliquer aux jeunes gens non par quels procédés ils développeront leur habileté oratoire, il s'agit donc là d'une mise à l'écart de l'enseignement rhétorique, mais comment ils montreront dans leur façon de vivre l'honnêteté, il faut qu'ils soient spoudaïoi, l'honnêteté de leur nature. Les bons maîtres redressent le caractère des élèves. Il s'agit donc, poursuit Isocrate, de donner des conseils et des recommandations, et il emploie de manière très intéressante le verbe grec symboulein, qui peut s'appliquer par exemple au rapport politique du conseiller du prince ou du conseiller de la cité. Quels doivent être les désirs des jeunes gens? De quels actes doivent-ils s'abstenir? Qui doivent-ils fréquenter? Comment doivent-ils organiser leur vie? Et nous rencontrons le verbe oikonomein, c'est-à-dire donner une bonne organisation, une bonne gestion de l'existence. Seuls ceux qui se sont engagés dans cette voie ont été capables d'atteindre à la vertu, le plus noble et le plus sûr des biens. Et Isocrate poursuit en expliquant à quel point la vertu est supérieure à la beauté et à la richesse. Alors on voit comment, de façon extrêmement concrète, dans la vie quotidienne, je dirais, des familles et des individus, le monde grec a été soucieux d'un perfectionnement de ce que l'on appelle le tropos, la tournure du caractère fondamental, l'éthos, afin de parvenir à une rectitude, et une rectitude qui est une des manifestations primitives, peut-être, primordiale, de base, de ce qui, à un niveau plus élevé, s'appellera la sagesse. Dans l'enseignement de l'Antiquité tardive, dans l'enseignement extrêmement sophistiqué des écoles néoplatoniciennes de l'Antiquité tardive, qui doivent conduire jusqu'à de véritables expériences mystiques au terme d'une échelle de vertu, eh bien, l'enseignement d'Isocrate conserve un aspect premier et propédeutique. Alors, évidemment, dans la Grèce la plus ancienne, les figures majeures en ce qui concerne l'enseignement et l'acquisition de la sagesse, ce sont les fameux 7 sages. La première liste des 7 sages de la Grèce nous est donnée par Platon dans le Protagoras, c'est le texte qui est à l'écran, un texte très, très curieux, où Platon commence son développement sur les 7 sages à partir de la forme littéraire qui est la forme brève de la maxime. Et comme jadis, il y a des gens pour comprendre que laconiser, en grec to lakonizei, c'est-à-dire parler avec la brièveté des lacédémoniens, consiste bien plus dans l'amour du savoir, philosophein, que dans l'amour de la gymnastique, parce qu'ils savent qu'il faut avoir reçu une parfaite éducation pour être capable de prononcer de telles formules. Il faut être un pépaideménos accompli. Et Platon lit très directement le philosophein, c'est-à-dire la recherche de la sagesse, et d'autre part, la capacité à produire et à méditer des maximes, des formes brèves. Suit la liste des sages, parmi eux il y a Thalès de Milet, Pythagore de Mytilène, Brias de Priene, l'autre Solon, donc Solon, le grand homme d'État athénien, Cléobule de Lindos, Mison de Kéné, et on leur ajoute un 7e, le lacédémonien Chilon. Et un peu plus bas, Platon décrit avec une très grande précision le contenu de la Sophia. Et ici, la Sophia signifie le savoir en matière de comportement, en matière d'éthique, que les 7 sages ont résumé dans leur forme brève. Leur savoir, Sophia, est de cet ordre.
Ce sont des formules brèves, remata, brachea, mémorables, axiom mnemoneta, prononcées par chacun d'eux lorsqu'ils se réunirent ensemble pour consacrer à Apollon les prémices de leur savoir. Aparken tes Sophias, le mot Sophia apparaît à nouveau. Pour consacrer à Apollon les prémices de leur savoir dans son temple de Delphes, avec ses inscriptions universellement célèbres, « Connais-toi toi-même et rien de trop ». Et l'on pourrait dire que ces deux inscriptions, ces deux formules brèves, « Connais-toi toi-même et rien de trop », qui expriment un idéal d'équilibre, un idéal de modération, résument à bien des égards la sagesse grecque. Un autre texte très intéressant se trouve dans l'œuvre du pseudo-Platon, un dialogue intitulé Hipparque, consacré à un tyran. Et l'auteur de ce dialogue, qui nous a été transmis sous le nom de Platon, explique comment ce tyran a voulu remplacer les formules de Delphes, et il signale à nouveau, il mentionne à nouveau le gnotis et auton, connais-toi toi-même, et le rien de trop, par des maximes qui étaient de son propre cru, qui étaient en quelque sorte les maximes de sagesse qu'il voulait inculquer à ses concitoyens, en l'occurrence aux habitants de la campagne athénienne. Et c'est le deuxième texte que je vous ai mis en gras. Ceci est une maxime que lègue Hipparque. Ces maximes étaient gravées sur des bornes, des sortes de bornes kilométriques qui scandaient la campagne athénienne. Va avec des pensées de justice. Steike, dikaia, phronon. Et un peu plus loin, ceci est une maxime que lègue Hipparque, ne trompe pas ton ami, mais philon exapata. Donc nous saisissons de manière extrêmement concrète, parce que l'archéologie et l'épigraphie nous ont même conservé une de ces bornes du tyran Hipparque, une pratique d'enseignement de la vertu. Il s'agit donc de la justice et en quelque sorte de la fidélité, de la fides au sens précis du terme, qui se situe au confluent véritablement de l'éthique personnelle et des règles de comportement politique, civique, pour une bonne vie dans la cité. À Delphes, l'essentiel, le cœur de la sagesse, était représenté, au moins à l'époque impériale, les datations sont difficiles à préciser, par un objet très mystérieux qui était un epsilon suspendu entre les colonnes du temple, de la façade du temple de Delphes. Vous avez ici deux très belles représentations qui ornaient des monnaies romaines d'époque impériale du IIe siècle. Et vous voyez très nettement l'epsilon qui est accroché dans la façade du temple de Delphes. Et les philosophes se sont très longuement intéressés et interrogés sur la signification de cet epsilon. Notamment Plutarque, à la fois prêtre d'Apollon et philosophe platonicien du 1er siècle, qui a écrit un traité entier sur l'epsilon de Delphes consacré à l'élucidation de la signification de ce que l'on appelait un anathéma, de cette offrande faite aux dieux. Et Plutarque explique de manière extrêmement intéressante comment l'on peut considérer cet epsilon comme un résumé de la sagesse, un résumé de, nous dirions, l'authenticité à atteindre dans la perspective, bien évidemment, de la philosophie platonicienne. Et il établit une liaison très nette entre l'epsilon, interprété comme la deuxième personne du verbe être, epsilon étant une manière de noter le « ei », « tu es », de la déclinaison du verbe être, et d'autre part, la fameuse maxime « connais-toi toi-même » que nous avons déjà rencontrée et qui, de l'aveu de la plupart des auteurs, signifie « connais-toi toi-même », non pas au sens, si vous voulez, d'une analyse de type psychologique, psychanalytique, mais « connais-toi toi-même en tant qu'homme », anthropos, dans la distance, dans la différence qui sépare l'humanité du Dieu. Voici ce que dit Plutarque. Les deux formules « tu es » et « connais-toi toi-même », si elles semblent d'abord s'opposer quelque peu,
paraissent ensuite se compléter, en un certain sens. La première, en effet, prononcée avec crainte et respect, proclame l'existence éternelle du Dieu, tandis que la seconde est pour les mortels un rappel de leur nature et de leur faiblesse, de leur asthénéia. Ce qui signifie que le fidèle, s'adressant au Dieu en allant en direction du temple, lui dit « tu es », et le Dieu répond « connais-toi toi-même ». C'est le Dieu qui répond à l'homme que celui-ci doit prendre conscience de sa nature de mortel dans la faiblesse de cette nature. Alors nous avons là affaire à une époque extrêmement ancienne en Grèce, à une preuve évidemment de l'importance de l'enseignement delphique pour la définition de la sagesse grecque. Un document tout à fait exceptionnel dont j'ai eu l'occasion de parler ailleurs, mérite d'être porté à votre connaissance. Il s'agit de la copie d'une collection longue de maximes delphiques apportées de Delphes au cœur de l'Asie, alors que nous sommes ici un peu à la fois en Orient et en Occident, afin d'y être gravées sur une stèle offerte au regard des habitants d'une cité fondée au nom des souverains séleucides vers le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a retrouvé la base qui porte une épigramme racontant le transport du texte par très probablement un disciple d'Aristote nommé Cléarque de Sol, et sur cette base figurent les 5 dernières maximes qui résument l'idéal d'une vie sage. Nous avons ici, si vous voulez, un exemple et un des plus beaux exemples dans la documentation antique de ce qu'étaient les différents aspects d'une vie sage dans la perspective de la culture hellénique. Parce que ces maximes énoncent les différentes vertus que l'on doit successivement pratiquer aux différents âges de la vie. L'inscription a donc une double dimension éthique et politique. Il s'agit de faire de bons citoyens vertueux. Alors, je passe assez rapidement sur les documents. Vous avez ici, à gauche, une carte de l'Orient, et notamment de l'Orient séleucide, et la ville d'Aïranoum se trouve au niveau montagneux à droite de la photo. Je vous donne aussi le plan de cette ville. Je ne peux entrer dans les détails, mais elle présentait des traits grecs tout à fait caractéristiques. Il s'agit d'une cité hellénistique fondée au nom de l'un des 2 premiers souverains séleucides, probablement au début du IIIe siècle, et c'est sans doute à cette époque que l'on doit la gravure du document. Alors voici là une photographie montrant la découverte de cette base inscrite en 1966. La base inscrite elle-même, à gauche de laquelle figure une épigramme qui raconte le transport du texte depuis Delphes jusqu'au cœur de l'Asie. Et à droite, vous avez 5 lignes gravées qui résument un idéal de vie sage à la grecque, en plein cœur, encore une fois, d'un royaume fondé, d'une cité fondée au nom des souverains séleucides. Alors l'épigramme nous apprend que ces sages paroles des hommes d'autrefois, et vous avez le terme sopha, ces sages maximes des hommes d'autrefois, sont consacrées, dit des hommes célèbres dans la Sainte Pytho, c'est-à-dire à Delphes. Autrement dit, le modèle se trouvait à Delphes sur une stèle située non loin du temple d'Apollon. Là, les a prises Cléarque en les copiant soigneusement pour les dresser brillant au loin dans le Téménos de Kinéas, qui était le fondateur de la cité. On a donc un texte qui nous dit de manière très explicite qu'un texte fondamental de l'enseignement d'Apollon à Delphes, portant sur la construction de la sagesse humaine, a été copié et transporté à plusieurs milliers de kilomètres à vol d'oiseau pour y être gravé. Et l'on a conservé, c'est l'image que je vous montre à présent, 5 maximes en grosses lettres, en lettres de module assez importants, qui s'offraient évidemment au regard des habitants de la cité, qui passaient régulièrement
devant ce monument et trouver là, en quelque sorte, matière à instruction. Ce texte, très simple, se traduit de la manière suivante. Étant enfant, devient bien élevé. Et le texte est très important pour les adjectifs qu'il comporte et qui déclinent en quelque sorte le contenu de la Sophia, kosmios. C'est-à-dire qu'il faut introduire de l'ordre du cosmos dans son caractère, dans sa manière d'être. Étant jeune homme, sois maître de toi-même. C'est l'âge où il faut maîtriser les impulsions du corps. Au milieu de la vie, il faut être juste. Vieillard, de bons conseils. Le boulia, la capacité à donner des conseils à soi-même, aux autres, à la cité, est la vertu majeure du vieillard. Et à ta mort, sans chagrin. Donc nous avons 5 adjectifs en grec, kosmios, enkrates, dikaios, euboulos, alupos, qui résument en quelque sorte la sagesse concrète, la sagesse pratique qui était offerte à la population grecque de cette ville d'Asie centrale. Là, voici une reconstitution de la stèle dont on a conservé la base et pour des raisons dans le détail desquelles je ne puis entrer, on a pu reconstituer le contenu complet des 154 maximes qui nous sont connues par ailleurs dans la tradition manuscrite byzantine par le florilège de Stoby. Alors, dans la Grèce la plus ancienne, d'autres formules brèves étaient en circulation et jouaient un très grand rôle dans la formation et l'injonction à la sagesse. Il s'agit de l'école pythagoricienne. Les pythagoriciens, dont l'école est à la fois extrêmement bien documentée, mais dont le fondateur se perd dans des nuées un peu mystérieuses, les pythagoriciens séparaient leurs sectateurs, si vous voulez, en 2 catégories. Ceux qui possédaient la plénitude de la science et qu'on appelait les mathématikoi, et ceux qui étaient des progressants, des étudiants, qu'on appelait les akousmatikoi, qui devaient entendre les leçons. Et on a pu reconstituer grâce à plusieurs sources, notamment au témoignage d'un néoplatonicien nommé Jamblique et grâce à Diogène Laërce, qui est un des premiers historiens de la philosophie, on a pu reconstituer des listes de symboles. Alors le mot symbole signifiant des formules à la fois ramassées, exposant une doctrine fondamentale, mais sous une forme obscure. Ah, il y a un petit problème. Est-ce que ça vient de mon micro ? Non, je crois que je peux continuer à parler. Les symbola ou les akousmata étaient une sorte de catéchisme pythagoricien destiné à l'instruction, en quelque sorte, des élèves du premier cycle, nous dirions. Et ces symboles étaient de 3 types. Certains portaient sur la nature des êtres. On demandait par exemple ce qu'étaient les îles des bienheureux. D'autres portaient sur le degré maximal d'une qualité. Quelle est la réalité la plus sage ? Et l'on répondait le nombre. Et d'autres, c'est celle qui nous intéresse ici, sont des prescriptions normatives sur ce qu'il convient ou non de faire. Nous avons là une sorte de... Attendez, Ah, voilà, c'est le piège. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Et je vous prie de m'excuser, je ne savais pas que cet appareil était nuisible à ce point. Alors, venons-en aux 2 listes. Je vais vous donner quelques exemples de cette manière très particulière de réaliser l'instruction, la paideia des disciples, afin évidemment de les exhorter à la vertu, de leur faire acquérir la sagesse. Alors par exemple, la liste donnée par Jamblique, un néoplatonicien du 3e, 4e siècle.
Ceux des énoncés acousmatiques qui disent ce qu'il faut faire ou ne pas faire sont de ce type. Par exemple, il faut faire des enfants. Il faut en effet laisser à sa place des serviteurs du Dieu. Alors, certaines explications nous semblent très étonnantes, mais elles sont justement intéressantes pour cela. Il faut d'abord chausser le pied droit, ou bien il ne faut pas emprunter les rues principales, ni tremper dans un vase d'eau lustrale, ni se laver dans un bain public, car dans tous ces cas, il n'est pas sûr que les utilisateurs soient purs. On voit là des préoccupations extrêmement concrètes. Ne pas aider à déposer un fardeau, mais aider à le charger. Ne pas coucher pour concevoir un enfant avec une femme qui porte de l'or. Ne pas parler dans l'obscurité. Verser les libations aux dieux du côté de l'anse du vase pour le bon augure et afin de ne pas boire du même côté, etc. Et la deuxième liste est plus intéressante car elle comporte des explications. C'est le témoignage de l'historien Diogène Laërce, qui reproduit un dossier constitué par Aristote. Dans son ouvrage sur les pythagoriciens, Aristote dit que Pythagore prescrit de s'abstenir des fèves, soit parce qu'elles ressemblent à des testicules, soit parce qu'elles ressemblent aux portes de l'Hadès, car c'est l'unique plante qui n'a pas de nœud, soit parce qu'elle corrompt, soit parce qu'elle est semblable à l'univers, soit parce qu'elle entretient des rapports avec l'oligarchie. En tout cas, elles sont utilisées dans le tirage au sort. C'est le fameux interdit pythagoricien des fèves. Il prescrit de ne pas ramasser ce qui est tombé de table, pour signifier s'habituer à ne pas manger de façon immodérée. Alors ça, on voit très bien qu'il s'agit d'une injonction en vue de la tempérance, qui est une dimension fondamentale de la sagesse, ou bien parce que ce qui est tombé évoque la mort de quelqu'un. Il est prescrit de ne pas manger de coq blanc, parce qu'il est consacré au moi et que c'est un suppliant. Or, le fait d'être un suppliant se trouve, disait-il, du côté des choses bonnes, et le coq est consacré au moi car il indique les heures. En outre, le blanc se trouve du côté du bien et le noir du côté du mal. Et puis, nous avons trois autres injonctions. Je passe plus rapidement. Il est prescrit de ne manger aucun des poissons qui sont sacrés. En effet, il ne faut pas attribuer les mêmes choses aux dieux et aux hommes, pas plus qu'aux hommes libres et aux esclaves. Il prescrit de ne pas rompre le pain. Et en ce qui concerne le sel, il faut le mettre sur la table pour rappeler la justice. Alors, ces textes, évidemment, se prêteraient à des analyses de type anthropologique extrêmement intéressantes et utiles qui, à ma connaissance, n'ont pas véritablement été menées. Mais les quelques exemples que je vous ai donnés montrent qu'on trouve des préoccupations qui relèvent de l'exercice des vertus. Par exemple, la justice et la modération, c'est-à-dire la tempérance. Ce qui fait que ces symboles pythagoriciens jouaient un rôle propédeutique préparatoire dans la formation éthique des étudiants, dans la formation éthique des acousmatiques, qui devaient ensuite franchir des niveaux beaucoup plus élevés dans le domaine de la connaissance mathématique notamment, et la connaissance ontologique. Alors je vais m'arrêter un peu plus longuement sur les deux grandes écoles philosophiques qui ont été fondées à l'époque hellénistique, qui sont les écoles épicuriennes et aussi stoïciennes. En commençant tout d'abord par Épicure. Épicure, dont je vous rappelle ici les dates, 341-270 avant Jésus-Christ, qui a en quelque sorte orchestré la philosophie matérialiste, atomiste, fondée par Leucippe et Démocrite, qui à son tour sera, vous le savez, traduit en quelque sorte et réinterprété en latin par Lucrèce. Épicure a consacré une partie de son œuvre à des écrits de nature éthique, de façon à enseigner une certaine forme de sagesse en lien direct,
oui, directe, avec la physique, une physique qui est donc une physique matérialiste, affirmant la pluralité du monde, la pluralité des mondes, l'indifférence des dieux à ce qui se passe au niveau de la vie humaine, et niant par exemple la providence. La philosophie d'Épicure est résumée dans le quadruple remède, le tétrapharmakos. On trouve parfois la forme au nœud tétrapharmakon, qui est confié à la mémoire, qui assure la santé de l'âme grâce à l'efficacité propre de 4 sentences frappantes qui se gravent dans cette mémoire et permettent à chaque instant de vivre authentiquement. Dieu n'est pas à craindre, la mort ne crée pas de soucis, puisque la mort n'est pas un événement de la vie, alors que le bien est facile à obtenir, le mal est facile à supporter. Et l'on voit ici la liaison intime qui est, pour ce qui est en quelque sorte de la sagesse pratique à chaque instant de l'existence, entre des positions cosmologiques et théologiques, Dieu n'est pas à craindre, le Dieu ne s'occupe pas des affaires humaines, et d'autre part, un idéal de vie fondé sur le sentiment de la facilité à atteindre le bien. La pensée d'Épicure se décline également dans des collections de maximes. Alors, ce qu'on appelle les maximes capitales, les curiae doxae et les sentences vaticanes, d'après la source qui nous les a conservées, qui sont rassemblées sous le nom d'Épicure, les unes et les autres essentiellement de portée éthique, qui, disons, procèdent de l'école épicurienne. Et je vous renvoie pour cela au livre 10 de Diogène Laërce. Épicure, par ailleurs, a écrit des lettres qui sont des résumés, des épitomailles, des points principaux de sa philosophie dans le domaine de la physique et de la cosmologie, comme dans le domaine de la morale, de l'éthique. On a ainsi des textes de plus en plus longs, de plus en plus développés, approfondis, le plus important étant évidemment le grand livre sur la nature que l'on a conservé par les papyrus d'Herculanum, et l'on voit que cette physique s'articule très profondément à un idéal de sagesse résumé dans le tétrapharmakos. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'école épicurienne a été caractérisée par des transmissions de maîtres à disciples. Nous allons parler dans un instant de l'un des disciples d'Épicure nommé Métrodore, mais se caractérise aussi par une certaine volonté de propagande. Et on a ainsi conservé en Asie mineure, en Lycie, un portique gravé qui est encore étudié par les archéologues dans la ville d'Enoanda, donc en Lycie, au sud de l'Asie mineure, portant des inscriptions philosophiques commandées par un notable épicurien du lieu, un notable nommé Diogène, dont on ne sait pas grand-chose, qui a fait graver des abrégés, des épitomailles sur la physique et sur l'éthique, qui étaient donc offertes aux yeux de tous les habitants de la cité d'Enoanda. Ces inscriptions présentent à la fois des textes d'Épicure lui-même, mais aussi des maximes et des textes qui étaient du cru, en quelque sorte, de Diogène. Il s'agit donc d'une gravure monumentale à finalité thérapeutique destinée aux citoyens d'Enoanda dont Diogène voulait guérir l'âme, fidèle en cela à la visée du tétrapharmakos. La recherche de la sagesse, d'une sagesse enseignée par une formule, par une démarche de propagande, est indissociable d'une représentation de la philosophie comme médecine de l'âme. Autrement dit, la philosophie doit à la fois guérir l'âme, conduire celle-ci à la sagesse et au bonheur, d'une certaine manière. Alors, je vous ai donné ici
je pense que c'est lisible. Quelques références bibliographiques. Je vous signale que le plus simple, c'est évidemment le recueil qui est dans le volume de la Pléiade, publié en 2010 par Daniel Delattre et Jackie Pigeot, où vous avez, avec de très bons commentaires, la totalité des textes épicuriens, ceux du moins qui étaient connus à cette époque, en 2010, parce que les fouilles archéologiques et les travaux d'épigraphie continuent régulièrement de révéler de nouveaux fragments de l'inscription du portique d'Enoanda en Lycie. Alors, je voudrais, pour illustrer cette propagande et cette recherche de la sagesse dans la vie quotidienne, de sagesse pratique dans la vie quotidienne, vous montrer un document qui n'est pas très connu, tout à fait remarquable et qui se trouve pas très loin de Paris, à Autun, au musée Rollin. Il s'agit de l'une des mosaïques découvertes dans les villas gallo-romaines d'Autun, qui, vous le savez, est une grande ville romaine, et qui représente le philosophe Métrodore. Je vais vous le montrer. Le philosophe Métrodore, qui est un disciple d'Épicure, et le portrait de Métrodore est entouré d'une inscription en grec que l'on a pu identifier et qui correspond à l'une des sentences vaticanes. J'ai mentionné il y a quelques instants cet ensemble de 81 sentences vaticanes, et parmi elles, il y en a une que vous voyez apparaître à l'écran pour l'instant, qui résume, là encore une fois, une idée fondamentale de la sagesse épicurienne, qui est la concentration sur l'instant présent. C'est dans l'instant présent que s'accomplit, à la fois du point de vue éthique et du point de vue du bonheur, l'essentiel de la vie humaine. Nous sommes nés une fois, mais deux fois, cela n'est pas possible. Alors, le texte complet précise « Et pour l'éternité, il faut ne plus être. Toi qui n'as pas de demain, tu diffères la joie. » C'est-à-dire que l'erreur existentielle est de repousser le moment et les circonstances dans lesquelles on peut éprouver la joie. Mais la vie périt par le délai, par le retard, et chacun d'entre nous meurt à se priver de loisirs. Alors vous avez en quelque sorte une variation qui rappelle un peu le Carpe diem d'Horace, si vous voulez, et qui est véritablement au cœur de la prédication épicurienne de jouissance du moment présent. Et voilà cette mosaïque qui date du IIe siècle de notre ère et qui est, que vous pouvez voir au musée Rollin à Autun, non loin de la cathédrale d'Autun. Alors si l'on passe maintenant aux stoïciens de l'époque impériale, on est confronté évidemment à des textes et à des manières de vivre, à des manières de rechercher la sagesse que nous connaissons dans les plus infimes détails techniques. Il faut partir d'Épictète. Épictète, donc, qui a vécu à cheval sur le 1er et le 2e siècle, esclave affranchi, est fondamentalement l'auteur du manuel, dont je vais vous parler dans un instant, et il a donné un enseignement dont la trace, une sorte d'enregistrement, si vous voulez, nous est donnée parce que son disciple Arien a décrit comme les diatribae, c'est-à-dire des entretiens entre Épictète et ses disciples qui, dans la structure d'un cours de philosophie dans l'Antiquité, suivaient les classes d'explication de textes des ouvrages au programme, c'est-à-dire que la première partie du cours consistait essentiellement à lire et à commenter, par exemple, les traités de Chrysippe, et ensuite, il y avait, comme dans tout séminaire, un moment destiné aux questions et aux réponses, les
élèves posaient des questions, notamment sur des difficultés rencontrées lors de la classe d'explication de texte, et Épictète répondait. Il y a 4 livres d'entretien qui sont très facilement accessibles dans un volume Les Stoïciens dans la bibliothèque de la Pléiade et en édition critique dans la collection des universités de France. Alors, j'ai choisi un texte qui est particulièrement important parce qu'il montre que la pratique de la vie philosophique s'organisait autour de 3 thèmes de méditation fondamentales que l'on appelle des topoi. Il y a 3 domaines dans lesquels doit s'exercer asketenai, celui qui veut devenir un homme parfait. Le domaine qui concerne les désirs et les aversions, afin de ne pas se voir frustré dans ses désirs et de ne pas rencontrer ce que l'on cherchait à éviter. Alors cela correspond à la partie de la philosophie que l'on nomme la physique, parce que cela régit, si vous voulez, les relations du sujet avec les événements du monde. Il y a ensuite le domaine qui concerne les tendances à agir et les refus d'agir, ormas et aformas, et d'une façon générale, ce qui a trait à ce qu'il convient de faire afin d'agir d'une façon ordonnée, selon la vraisemblance rationnelle et sans négligence. Ça, c'est l'éthique dans son voisinage avec la politique. Le domaine dans lequel il s'agit de se garder de l'erreur et des raisons insuffisantes, et en somme, ce qui rapporte aux assentiments que l'on donne au jugement. Ça, c'est la logique fondée sur ce que l'on appelle les représentations objectives auxquelles on donne un assentiment. Techniquement, cela se nommait sumcatathésis, à partir de quoi peut se construire un discours de vérité et, par concaténation, le discours de la science. On retrouve ici donc les 3 topoi correspondant à la physique, à l'éthique, à la logique, c'est-à-dire aux 3 parties de la philosophie selon les stoïciens. Mais il s'agit, vous le voyez, non pas de discours abstraits, mais de terrain d'exercice, je dirais. C'est-à-dire que, comme l'enseigne parallèlement Marc Aurèle, à chaque instant, il faut se comporter de manière à consentir aux événements du destin et à ne pas désirer ce qui ne dépend pas de nous. À chaque instant, il faut se conduire d'une manière rationnelle et se conduire notamment à l'égard d'autrui comme à l'égard d'hommes partageant la rationalité. Et à chaque instant, il faut s'efforcer de n'avoir que des représentations objectives sur les éléments de la réalité. Alors, le manuel d'Épictète est intitulé Encheiridion, ainsi que l'expose un commentateur du VIe siècle, Simplicius. Il s'intitule ainsi parce qu'il doit toujours être sous la main et à la disposition de ceux qui veulent bien vivre, comme le poignard du soldat. Alors, je ne peux pas commenter ce texte, mais l'idée, si vous voulez, est que les maximes résumées et commentées par Épictète dans son manuel doivent être présentes à l'esprit à chaque instant de manière à guider l'existence. Et c'est ainsi que l'on acquiert la sagesse. Alors, Simplicius explique que le but du livre, et je me contenterai de lire le 2e texte, ce qui est admirable dans ses propos, c'est qu'ils rendent heureux et remplissent de félicité ceux qui se laissent persuader par eux et mettent en pratique ce qu'ils disent. Celui qui vit conformément à ses préceptes, recevant la perfection qui lui est propre, jouissant du bien qui lui est approprié, trouve véritablement le bonheur et la félicité. Autrement dit, la méditation des maximes fondamentales du stoïcisme permet à la fois d'acquérir la rectitude dans les 3 domaines du rapport au monde, du rapport à autrui, du rapport à soi-même, c'est-à-dire de la physique, de l'éthique et de la logique, de la règle de la pensée, et en même temps permet d'atteindre le bonheur et la félicité. Alors, je vous renvoie
pour en savoir plus, notamment aux travaux de Pierre Hadot et à son grand livre sur la citadelle intérieure, qui vaut aussi bien pour Épictète que pour Marc Aurèle, même s'il porte principalement sur Marc Aurèle. Et je vous donne un bref exemple du contenu du manuel d'Épictète. La première proposition du manuel d'Épictète est, au fond, le poignard, l'encheireidion qu'il faut avoir à chaque instant. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Commentaire d'Épictète, dépendent de nous le jugement de valeur, l'impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est notre affaire à nous. Il dépend de moi, par exemple, de ne pas considérer avec admiration un vêtement de pourpre, mais, comme le dira Marc Aurèle, de dire ce n'est que de la laine de brebis teintée du sang d'un coquillage, etc. Ne dépendent pas de nous le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Les choses qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont dans un état d'impuissance, de servitude, d'empêchement qui nous sont étrangères. Cette maxime est la première. C'est celle par laquelle s'ouvre l'ensemble du manuel et elle constitue en quelque sorte le cœur de la vie droite, le cœur d'une ascésis qui doit être menée à chaque instant. Et les stoïciens, comme d'ailleurs les épicuriens, vont jusqu'à dire que de jour comme de nuit, même lorsque je dors, je peux pratiquer les exercices de méditation sur les maximes fondamentales. Cet exercice de méditation, nous en avons conservé un document tout à fait exceptionnel. Ce sont les pensées de Marc Aurèle. Alors Marc Aurèle, que j'ai la possibilité, le plaisir de vous présenter. Il s'agit d'une œuvre exceptionnelle dans l'archéologie antique, puisqu'il s'agit, je crois, du seul buste impérial en or conservé, qui a été découvert en Suisse dans la ville d'Avenches en 1939. Alors, je passe ici sur ce texte et Pierre Hadot a montré que les pensées de Marc Aurèle, qui se présentent à une première lecture comme un peu décousues, on ne comprend pas très bien l'organisation, ont un principe d'organisation extrêmement simple. Il faut partir des trois topoïdes de la philosophie selon Épictète, c'est le texte que je vous ai commenté il y a un instant, et comprendre que les pensées de Marc Aurèle sont des exercices de méditation par écrit que l'empereur pratiquait dans la solitude, dans l'intimité, pour lui-même, ta eis eoton, pour lui-même, et qui sont comme autant de variations sur 3, 2, parfois une seule des thématiques dont la liste avait été donnée par Épictète. Et il s'agit d'une sorte de rumination perpétuelle sur ces trois topoïdes de la philosophie qui passe par une pratique stylistique et rhétorique d'autopersuasion. C'est-à-dire que le travail de la sentence, le travail du style dans l'ouvrage de Marc Aurèle est une manière en quelque sorte rhétorique de s'auto-persuader, c'est-à-dire d'atteindre à ce qui est un des idéaux les plus constants dans la Grèce antique, c'est-à-dire à un processus de transformation et d'amélioration de soi-même de manière à parvenir à une authenticité qui consiste à être de manière objective et libre dans le monde. Alors voici par exemple un texte particulièrement important. À chaque instant présent de la vie, Marc Aurèle nous expose que l'authenticité philosophique peut être atteinte par la pratique conjointe et simultanée des trois modes de l'ascésis. Partout et constamment, il dépend de toi, et nous retrouvons l'expression grecque épissoi, cela dépend de toi, de te complaire pieusement dans la présente conjonction des événements. C'est le thème de l'amor fati. Il faut aimer ce qui arrive,
aimer ce qui se produit, même si en apparence il s'agit d'un malheur ou d'une adversité. Il dépend de toi de te conduire avec justice envers les hommes présents, kata dikaiosunen, et d'appliquer à la représentation, fantasia présente, les règles de discernement afin que rien ne s'infiltre qui ne soit objectif. Autrement dit, à chaque instant de la vie, puisqu'il s'agit de vivre concentré dans l'instant présent, comme le faisaient aussi les épicuriens, mais dans un climat différent, à chaque instant de l'existence, il est en ma liberté, il est en mon pouvoir de pratiquer simultanément les 3 exercices, les 3 askeseis, qui consistent à pratiquer d'une part l'amor fati, à me conduire avec justice, alors dans le champ privé comme dans le champ politique, et à veiller à l'objectivité de mes pensées, à l'objectivité de mes représentations. Et vous avez ici, évidemment, une des plus parfaites illustrations de la sagesse stoïcienne, mais d'une sagesse qui est, dans les pensées de Marc Aurèle, déconnectée de la théologie, de la cosmologie, et portée à un certain degré d'universalité, si vous voulez, qui nous parle encore. Alors, j'ai éprouvé le besoin et je terminerai par là, d'évoquer un champ philosophique qu'en général on associe à une métaphysique détachée de la réalité concrète, de la réalité quotidienne. C'est la pensée néoplatonicienne qui apparaît avec Plotin dans la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère à Rome. Alors vous avez ici une représentation, mais incertaine, tout à fait idéalisée, de Plotin en train d'enseigner. C'est du moins ainsi que l'on interprète un sarcophage romain. Un portrait de Plotin qui est célèbre et que j'aime beaucoup parce qu'il doit être mis en relation avec un texte que je vais vous lire, qui n'est pas un texte théorique de Plotin, mais un texte qui se situe dans la biographie que son élève Porphyre a rédigée, et qui nous donne à voir de manière extrêmement concrète véritablement un sage. Il s'agit de commenter un oracle d'Apollon. Apollon avait été interrogé pour savoir où se trouvait l'âme de Plotin post-mortem, et Apollon répond d'une manière obscure, comme souvent les oracles, Porphyre donnant une sorte de traduction. Dans ses vers, il est dit que Plotin était doux. Alors, chacun des mots ici est important parce que ça nous donne à voir, si vous voulez, l'apparence d'un sage. Il est dit que Plotin était doux, bienveillant, et surtout qu'il était aimable, praos, et bon, meilikos, caractère que nous aussi savions être véritablement le sien. Il est dit qu'il était vigilant, qu'il gardait son âme pure, et que toujours il faisait effort en direction du divin, prostoteion, qu'il aimait de toute son âme, qu'il faisait tout pour se soustraire, pour échapper à la vague amère de cette vie nourrie de sang. Ainsi, c'est tout particulièrement à cet homme démonique, à cet homme qui souvent par ses méditations s'élevait vers le Dieu premier et transcendant, c'est-à-dire l'un absolu néoplatonicien, en suivant les voies enseignées par Platon dans le banquet, qu'est apparu ce Dieu qui n'a ni figure, ni forme aucune, mais qui est établi au-dessus de l'intellect et de tout l'intelligible. Alors, ce texte est très intéressant parce qu'il montre un continuum qui va, si vous voulez, de la sagesse quotidienne, c'est-à-dire la douceur et l'amabilité du philosophe dans sa vie sociale, pour nous conduire jusqu'à l'expérience unitive d'union de Plotin avec l'intranscendant. Et ce portrait personnel de Plotin montre quelle pouvait être l'apparence, la perception que les fidèles avaient, les fidèles amis, les fidèles collègues avaient d'un sage authentique. La lumière de l'intellect rayonnait
sur le visage de Plotin. Quand il parlait, se manifestait l'intellect qui faisait briller sa lumière jusque sur son visage. Lui qui était agréable à voir, il apparaissait particulièrement beau, surtout dans ces moments-là. Une légère sueur couvrait son visage. Sa douceur, et nous retrouvons le terme de douceur, la praotesse, rayonnait, et face aux questions se montrait sa bienveillance ainsi que sa vigueur. En tout cas, 3 jours de suite, alors que moi, Porphyre, je l'interrogeais sur la façon dont l'âme est unie au corps, il poursuivit sa démonstration. Et ces 2 textes, si vous voulez, qui décrivent à la fois la douceur et l'urbanité de Plotin et en même temps le regard qui en lui était tourné vers la transcendance, au fond, sont, me semble-t-il, assez illustrés par ce portrait. Il y a ici une sorte d'aller-retour entre texte et image qui véritablement nous donne à voir une sagesse philosophique. Une autre image de la sagesse philosophique est offerte par ce portrait qui est celui d'un philosophe Plutarque d'Athènes ou Proclus, un philosophe peut-être du IVe ou du Ve siècle, qui est conservé au musée de l'Acropole à Athènes, qui a été trouvé au pied de l'Acropole sans qu'on sache exactement à quel endroit, et qui est caractéristique par les yeux, n'est-ce pas? On a ici évidemment un visage de philosophe avec la barbe, mais le regard est tourné vers le haut, comme s'il était en quelque sorte en train de contempler le monde intelligible. Et la douceur du visage n'est pas non plus sans évoquer celle de Plotin. Alors, j'ai choisi, si vous voulez, un texte qui décrit la manière d'être d'un des derniers grands sages de l'Antiquité, qui est Proclus, mort en 485. Proclus a été le sujet d'un texte merveilleux dont je vous conseille la lecture dans la collection des universités de France, qui est l'éloge post-mortem qu'en a fait son élève Marinus. Et Proclus a pratiqué toutes les vertus. Les néoplatoniciens avaient une doctrine extrêmement sophistiquée des vertus, les vertus de base étant les vertus dites naturelles, et je m'arrêterai à ce niveau-là. Lui qui, dès son plus jeune âge, à cause de son grand amour de la philosophie, faisait peu de cas de la fortune de ses parents, bien qu'ils fussent très riches. Aussi était-il on ne peut plus exempt d'avarice et de ce que l'on nomme la mesquinerie, dès là qu'il aspirait à tout l'ensemble du divin, aussi bien que de l'humain. Il est de la même texture que Plotin, évidemment. Comme en raison de tels sentiments, il était devenu magnanime, il ne faisait nul cas de la vie humaine et ne pensait pas, comme les autres, que la mort eût rien de terrible. Et devant tout ce que les autres regardent comme redoutable, à elle seule, cette disposition naturelle, à laquelle on ne peut donner aucun autre nom de vertu sinon celui de courage, lui ôtait toute crainte, etc. Et nous voyons que Proclus a une noblesse naturelle, une euphuia, et qu'il est lui aussi doux, héméros, qui n'est nullement injuste, il est réservé, kosmios, dédaigneux de l'argent, exempt de bassesse, de vanité et de lâcheté. Nous avons ici le portrait d'un homme juste, d'un sage, selon les vertus naturelles. C'est-à-dire que Proclus aura bien d'autres vertus dont je vous épargne la faute de temps, dont je vous épargne la liste, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le corpus des biographies de l'Antiquité, notamment de la fin de l'Antiquité, je vous ai donné l'exemple de la vie de Plotin par Porphyre, ici nous avons l'exemple de la vie de Proclus par Marinus, il y en a d'autres encore. Ce sont des documents très développés qui nous permettent d'avoir une perception extrêmement concrète de ce qu'était un sage dans ces derniers siècles de l'Antiquité grecque. Et comme j'ai essayé de vous le suggérer, même si je ne suis pas spécialiste de ces questions, on peut établir des liens assez intéressants avec l'art sculpté du portrait.
Alors je terminerai, parce qu'il faut terminer, d'une manière qui nous fait revenir aux formules obscures. Je terminerai avec les oracles chaldéiques. Les oracles chaldéiques sont une littérature extrêmement obscure, produite au IIe siècle, sous le règne de Marc Aurèle, qui, en vers hexamétriques, des vers de type homérique, sont censés, car ce sont des oracles, donner les réponses des dieux à un certain nombre de questions portant sur la nature des dieux et l'ordre du monde, essentiellement. Ces oracles sont inspirés secrètement par la lecture du Timée de Platon. Mais le travestissement poétique et littéraire en vers homériques rend souvent cela très difficile à détecter. Ces oracles auraient été révélés par des phénomènes de type médiumnique, faisant intervenir deux Juliens, père et fils, à l'époque de Marc Aurèle. Le dossier est très complexe. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils ont été considérés à partir du IVe siècle, au IVe, Ve et VIe siècle, par les néoplatoniciens, comme l'équivalent structurellement de la Bible, c'est-à-dire des textes révélés dont il fallait faire apparaître l'accord avec la réflexion philosophique. Alors, ces oracles chaldéiques constituent un corpus d'à peu près 200 textes. Ce sont des confettis de nature différente qui sont principalement connus par les citations et les commentaires qu'en ont donné les philosophes néoplatoniciens. Et je vous renvoie aux deux excellents livres qui ont été publiés il y a 5 ans, 6 ans, par Helmut Zeng et par le père Henri-Dominique Saffray, qui sont de très bonnes introductions en français, où vous pourriez trouver évidemment une bibliographie complémentaire. Je terminerai par un exemple qui montre que l'exhortation à la vertu, l'exhortation à la sophia peut prendre des voies étonnantes. Il s'agit d'un oracle très long qui est dirigé contre les pratiques de divination. Ne te mets pas en tête les prodigieuses mesures de la terre, car il n'est pas sur notre sol de plante de vérité. Ne prends pas non plus la mesure du soleil en compilant des tables astronomiques. Il se meut par le vouloir éternel du Père, non à cause de toi. Laisse le vrombissement de la lune, elle court toujours par l'œuvre de la nécessité. La procession des astres n'a pas été enfantée en ta faveur. Dans les terres, les larges plumes des oiseaux ne sont jamais véridiques, non plus que dans les sacrifices, les sections, les entrailles. Toutes ces choses ne sont que des jeux, soutien d'une tromperie commerciale. Il s'agit donc d'une attaque extrêmement tonique, si vous voulez, contre des pratiques, n'est-ce pas, de divination astronomique. Vous reconnaissez évidemment la ruspicine, la divination par les oiseaux. Et l'auteur, le chaldéen anonyme, rédacteur de ces vers, qui sont des hexamètres dactyliques, conclut: si tu veux ouvrir le paradis sacré de la piété, Eusebies hieron paradeison, où vertu, sagesse et bonne loi se rassemblent, fuis cela. Il s'agit donc d'une invitation à une pratique spirituelle de vertu, de recherche de la saphia et de ce qu'on appelle l'eunomia, probablement. Y a-t-il ici une allusion d'ordre politique? Alors, je ne peux pas développer ce point, je voulais simplement vous montrer que même dans des corpus littéraires qui semblent d'un côté très métaphysiques, comme le néoplatonisme, qui semblent très liés à des rituels, comme les oracles chaldéiques, peuvent se cacher des documents des pépites extrêmement intéressantes pour ce qui est de tenter de saisir le phénomène de la sagesse, de la recherche de la sagesse dans l'Antiquité grecque, à côté d'eux et par-delà les traités théoriques, je pensais
à la République de Platon ou aux Éthiques d'Aristote, qui contiennent évidemment des descriptions et des analyses notionnelles, conceptuelles de ces notions de sagesse et de vertu. Et je conclurai en disant que par-delà les doctrines et les ouvrages théoriques, on peut saisir par divers moyens la réalité concrète des pratiques spirituelles en Grèce sur la longue durée, les différents documents écrits fonctionnant comme support de l'appropriation spirituelle des normes et de l'idéal d'une transformation de soi. Et l'idéal de Sophia, à travers à la fois sa variété et son unité, n'a jamais cessé de régir l'existence des Grecs, du moins dans les classes cultivées, et la tradition des exercices spirituels, étudiée par Pierre Hadot, passée dans l'univers chrétien jusqu'aux exercices de saint Ignace de Loyola, est une dimension toujours vivante de la philosophie, mais ça, c'est une autre histoire dont je n'ai pas la compétence pour parler. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Philippe, de cette prodigieuse traversée de l'Afghanistan jusqu'à Autun de la sagesse grecque, et qui nous montre aussi que la Gaule est un lieu d'hellénisme, ce qu'on oublie toujours, et d'avoir évoqué ce magnifique dialogue de la Villa Kérylos avec Paul Bernard, où vous avez interprété tous les deux ce phénomène. C'était vraiment le verbe sunadein, vous avez chanté de concert. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Oui, monsieur, je pense, oui. Alors, vous avez un micro à côté de vous, voilà. Oui, merci beaucoup. Je suppose, et nous supposons, qu'il y a une raison pour laquelle vous avez exclu de votre bel exposé les présocratiques, enfin nommément Hésiode, Parménide, Héraclite, Homère, évidemment. Donc je m'imagine qu'il y a une raison, vous pouvez nous la dire, elle ne rentrait pas dans le cadre de votre panégyrique. Oui, alors... C'est quand même troublant. Il y a deux raisons. Une raison d'ordre, je dirais, factuel, c'est que je devais mettre des bornes, si vous voulez, à mon enquête, et je me suis limité aux dossiers qui m'étaient plus familiers. La deuxième raison est que je me suis aussi concentré sur les phénomènes pour lesquels il y a à la fois distinction, mais en même temps liaison avec des définitions doctrinales ou des interprétations proprement philosophiques. Pour les présocratiques, je vous dis très nettement que ce serait un champ à explorer. Je pense notamment au corpus d'Empédocle, qui nous conduirait davantage vers l'anthropologie et l'histoire des religions, parce que je pense au catharme d'Empédocle, à la notion de pureté, de purification, ce serait un tout autre domaine. Donc vous avez tout à fait raison. En droit, les penseurs présocratiques et Homère et Hésiode aussi, avec les travaux notamment, devraient entrer, mais j'avoue que je n'ai pas fait la recherche. Donc on vous pardonne. Voilà. Je vous prie de m'excuser, mais si je peux me permettre, pour terminer votre réponse peut-être plus en profondeur, comment vous situez-vous sur la question actuelle importante qui se dégage en ce moment, comme quoi l'époque d'or de la grande pensée grecque n'était pas tant celle que nous avons exaltée, qui est celle effectivement socratique, enfin à partir du IVe siècle et tout ce que vous avez brillamment retracé, mais serait située justement avant. C'est-à-dire, vous savez, justement dans les présocratiques, notamment dans la passation, notamment même linguistique du grec ancien, qui a beaucoup plus de racines, comme vous savez, sanskrites,
où donc toutes les notions, finalement, sont beaucoup plus profondes et différentes. Les notions archaïques de la philosophie, de la métaphysique, ont une variation qui, dans la bouche justement de Platon, à partir de Platon et ensuite avec Aristote encore plus, etc., change complètement. Alors il y a en ce moment une pensée, notamment des indianistes intéressants qui créent des ponts, voyez-vous, dans l'indo-européen à travers la linguistique du sanskrit au grec, qui de plus en plus laisse apparaître une sorte d'émergence. Moi-même, j'étais à l'école aux études, mais pas dans un séminaire de ce type encore, à ma connaissance, qui n'existe pas, mais il devrait avoir, c'est-à-dire dans les relations qu'il y a sur comment est-ce que la pensée archaïque de la Grèce archaïque, notamment par les présocratiques, peuvent interroger un niveau plus profond de philosophie, de métaphysique que ce qu'on a fait ultérieurement, un changement de paradigme, qui est celui que nous connaissons comme étant l'âge d'or hellénique, socratique. Alors, je vois très bien votre question. Il est clair que dans cette revalorisation de la tradition des penseurs antérieurs à Socrate, au XXe siècle, les considérations de Heidegger ont dû jouer un rôle. Hein. Il y a d'une part à cette tendance une raison philosophique, une nature proprement philosophique, qui est de retourner en quelque sorte vers une étape de la pensée antérieure à l'ontologie apparue avec Platon. Il est sûr également que la linguistique et les religions comparées jouent un rôle, encore que, à ma connaissance, il n'y a pas d'études extrêmement suffisamment assises ou probantes pour qu'on aille très loin dans cette question. Non, en effet. Mais si vous voulez, comment je me situe? Par mon domaine, qui est celui de la fin de l'Antiquité, j'ai tendance à avoir une vision assez, comment dirais-je, œcuménique de la tradition grecque. Parce que les penseurs présocratiques auxquels vous faites allusion, nous les connaissons pour beaucoup par les citations qui en ont été faites soit dans la littérature patristique, soit dans la littérature philosophique de tradition platonicienne. Alors évidemment, me direz-vous, on a affaire alors à des documents qui traînent en même temps les interprétations postérieures, hein, christianisantes ou platonisantes, mais néanmoins, lorsque vous étudiez ces corpus, vous êtes toujours obligé de vous y reporter, sans d'ailleurs que ça conduise à creuser l'écart, voyez-vous. Vous me demandez comment je me situe, j'ai plutôt tendance à être attentif à la transmission, à la continuité, à la succession des interprétations. Voilà. C'est tout à fait bien recevable. Mais la raison pour cette question, si je me permets pour terminer, oui, c'est juste pour terminer, c'est qu'il y a un fossé entre les spécialistes de linguistique sanskrite et grecque, alors qu'il y a des passations impressionnantes en linguistique, justement, entre le sanskrit et le grec ancien, ce qui donne au concept archaïque une notion tout à fait différente de ce qu'on a fait la Grèce ultérieure philosophique du IVe siècle. C'est ça l'objet de la recherche, mais il n'y a pas vraiment de spécialistes qui sont à travers linguistiquement la possession de la conceptuelle sanskrite et grecque. C'est un axe de recherche, simplement. On pourrait aussi établir des liens linguistiques avec les langues sémitiques, ce fameux epsilon de Plutarque le Tuet, qui rappelle directement l'Exode, n'est-ce pas, le verbe être de la Bible aussi. Donc, enfin, tout cela est très ouvert. Nous sommes malheureusement, il y a à peine de temps pour une seule question. Excusez-moi, oui, monsieur, voilà. Et après, nous finirons. Les philosophes grecs se rapportent beaucoup aux dieux, mais est-ce que vraiment ils croyaient aux dieux de leur époque? Pardon, pouvez-vous parler plus fort? Pardon. Les philosophes grecs se réfèrent souvent aux dieux, mais est-ce qu'ils croyaient vraiment à leurs dieux, au panthéon des dieux grecs? Alors là, je vous renvoie à un seul document dont j'ai fait la publicité tout à l'heure, qui est la vie de Proclus par Marinus, et on voit que c'était l'objet d'une croyance extrêmement ferme. Hein. Proclus, lorsqu'il racontait à ses
ses compagnons, les expériences de contact avec les dieux qu'il avait pu avoir fondaient en larmes d'émotion. Donc, à cette réponse-là, en tout cas pour les auteurs de l'Antiquité tardive, c'est très impressionnant. On a véritablement la preuve d'une dévotion, même très sentimentale. Voilà. Malheureusement, nous devons nous arrêter ici, l'heure étant l'heure. Oui, madame, encore une question très, très télégraphique, alors. Oui, monsieur, oui. En vous remerciant, est-ce que tous ces enseignements, ces préceptes, ces maximes n'étaient pas faits par des hommes et pour des hommes? On sait que le destin de quelques femmes philosophes comme Hypatie a été tragique, et tout ça était réservé à un monde d'hommes. Un monde d'hommes. Si vous voulez, dans notre documentation, c'est ce que l'on peut constater, mais il n'y a pas d'exclusion de droit. Vous savez, par exemple, je parlais des pythagoriciens, c'est une école dans laquelle il y a un nombre assez significatif de femmes pythagoriciennes. Et je vous renvoie, vous avez un magnifique dictionnaire, qui est le Dictionnaire des philosophes antiques, publié aux éditions du CNRS sous la direction de M. Richard Goulet. À la fin du 7e tome, le dernier, vous avez des statistiques, des analyses sociales, des analyses sociologiques du phénomène de la philosophie. Vous aviez des philosophes qui pratiquaient des tas de métiers, athlètes, barbiers, tout ce que vous voulez, et il a aussi réussi à compter et fait des schémas. Il y avait des femmes notamment, alors on ne sait pas exactement pourquoi, dans les milieux pythagoriciens, mais aussi platoniciens. Vous avez la fameuse Hypatie d'Alexandrie. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, l'heure étant l'heure, comme les philosophes l'ont déjà dit. Alors, je remercie infiniment Philippe Hoffmann et je vous donne rendez-vous au 23 mai avec Jean-Pierre Mahé qui nous parlera de la sagesse hermétique égyptienne. Alors nous continuons dans l'hellénisme tardif à une autre dimension. Merci vraiment.